Je souhaite ce que je vais dire sera à la hauteur de vos attentes. Spinoza est un philosophe du XVIIe siècle, juif portugais, immigré aux Pays-Bas, philosophe très controversé en matière de la religion. Aussi très difficile à comprendre, mais on va essayer de faciliter la tâche. Son système philosophique se veut un système de la totalité. L'ambition philosophique de Spinoza, c'est ni plus ni moins de nous expliquer Dieu la nature, c'est-à-dire la totalité de ce qui est. Qu'elle a même subi une tentative d'assassinat. D'ailleurs, on notera que celui qui a tenté de le tuer a essayé de le poignarder et Spinoza a conservé le manteau percé du poignard de son assaillant jusqu'à la fin de sa vie. Il a publié son œuvre principale, l'Éthique, 1677, soit 2 ans après sa mort, était conscient qu'une telle œuvre de son vivant aurait pu lui valoir le bûcher. On va voir concrètement pourquoi les positions philosophiques de Spinoza étaient pour l'époque totalement révolutionnaires. Spinoza ne rejette pas tout, mais il s'oppose à Descartes sur un point absolument fondamental. Là où Descartes est un dualiste, il établit une séparation entre la matière et l'esprit, entre l'étendue et la pensée, c'est-à-dire l'idée qu'on ne peut pas dissocier le corps et l'esprit. En réalité, le corps et l'esprit pour Spinoza ne sont que 2 attributs d'une substance unique. Et qu'en réalité, ces 2 dimensions, les dimensions spirituelles et les dimensions matérielles, sont en interaction. Comme il s'agit de 2 choses indépendantes. Chez Spinoza, on ne retrouve pas le dualisme cartésien. La vision qu'avait Spinoza par rapport à la liberté, c'est une illusion. Pour Descartes, l'homme possède un libre arbitre, c'est-à-dire une capacité à choisir. Le libre arbitre, chez Descartes, c'est ce qu'il appelle le décret de l'âme, c'est-à-dire la capacité qu'a notre volonté de se déterminer indépendamment des influences extérieures. L'homme, parce qu'il est à la fois un être physique et un être spirituel, c'est-à-dire un être doué d'une conscience, eh bien l'homme pense qu'il est lui-même l'auteur de ses actes, c'est-à-dire le libre décideur de sa manière d'agir, de la responsabilité. Celui qui vous a trahi, qui vous a blessé, vous pouvez se projeter derrière à l'abri de démonisme spinoziste. Après tout, je ne suis pas responsable de ce que je fais. Je suis entièrement déterminé. Donc, il ne peut pas me tenir coupable de ce que je fais, de préjudiciable. Donc, la vision de Spinoza n'est pas fiable sur le plan juridico-politique. Et pourtant, il met le doigt sur quelque chose absolument fondamental, qui, tout bien considéré, sommes-nous vraiment les auteurs de nos actes? Sommes-nous vraiment les responsables de ce que nous pensons et de ce que nous faisons? Parce que pour Spinoza, il n'y a pas de différence fondamentale entre la pensée et la matière. L'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. Mais pour Spinoza, c'est une mauvaise manière de voir les choses. Ce n'est pas comprendre comment fonctionne l'être humain, comment fonctionne l'interaction entre le corps et l'esprit. Et la vision que proposait Descartes, c'est-à-dire que l'être humain était exhibé par son libre arbitre, c'est la vision chrétienne aussi. Saint Augustin, on la trouve, il disait, Dieu avait doté l'homme de libre arbitre
Par conséquent, vous ne pouvez pas attribuer à Dieu la responsabilité du mal sur terre. C'est parce que l'homme possède le libre arbitre, il a le choix de faire le bien ou de faire le mal. Descartes dit que l'être humain était le seul être qui était doué de libre arbitre. Les animaux n'ont pas de volonté. De même, pour Descartes, l'animal ne connaît pas le libre arbitre. Il y a cette théorie que l'animal machine. C'est très important pour tout le monde. Spinoza commence par réfléchir sur ce que c'est qu'un affect, son compréhension des causes. L'étiologie dans la recherche des causes. Il s'agit donc de comprendre le phénomène affectif afin de pouvoir y remédier. Et je suivrai cette démarche en 2 temps, essayer de comprendre ce que c'est qu'un affect dans le sens de Spinoza et voir quel remède il peut proposer aux affects qui nuisent. D'abord, la démarche de Spinoza, c'est une démarche de compréhension. Et comprendre, ça veut dire cesser de juger, pour adopter une attitude cognitive, neutre et objective. Spinoza va rompre avec une attitude moralisante qui consiste à avoir dans les affects des vices de la nature humaine et s'oppose à tout ce que, je le cite, déplore, rit, mésestime la nature humaine ou bien la maudisse. La formule pour caractériser sa position philosophique à l'égard aussi des affects, ne pas rire, ne pas déplorer, ne pas détester, mais comprendre. Non ridere, ne quod detestare, sed integrere. Ne pas rire, ne pas déplorer, ne pas détester, mais comprendre. Non ridere, ne quod detestare, sed integrere. Dans la tradition philosophique, on ne parlait pas d'affect, on parlait d'abord de passion, dont le corps, par ses excès, était généralement tenu pour responsable. Ça provient du mot grec pathos, ça veut dire passion. Ça ouvre l'idée de souffrance, et ça dans un état pathologique. Alors Spinoza va rompre avec cette conception morbide des passions et il va inaugurer une définition nouvelle de l'ordre nature et du rapport avec le corps. Alors d'abord, la rupture avec toute la tradition se manifeste au niveau du vocabulaire par la substitution des mots affectus à celui des mots passion, affect, pour désigner les mouvements affectifs de l'homme. C'est le premier philosophe à avoir fait un usage massif des concepts d'affect à la place de celui de passion pour penser ce qui touche l'homme, ce qui l'affecte, ce qui le modifie. Dans l'éthique, ça correspond à 3 parties qui analysent d'abord l'origine et la nature des affects dans la partie 3. La partie 4 qui analyse la servitude, l'affect qui nous domine et que nous... Et la dernière partie, la partie 5, qui envisage la liberté. Ben, on va aller tout doucement. Spinoza va intégrer la réflexion sur les passions dans la partie 3 de l'éthique, les distinguer en 2 catégories. Les affects qui sont appelés des actions qui sont pas problématiques, et ceux qui sont problématiques, qui sont des passions. Ça veut dire les affects. Le fait de changer de terme, c'est pas simplement quelque chose qui serait arbitraire ou de fantaisie du philosophe, mais c'est une méditation qui n'est pas anodine, parce qu'il vise à dédramatiser le caractère tragique et funeste des passions. Et ça va viser à montrer que toute la vie affective ne serait pas, peut se manifester par une affect joyeuse pour l'homme. Comme il peut se manifester par le contraire, et qui nuise aussi. Pour Spinoza, l'affect désigne d'abord ce qui modifie la puissance d'agir, et au cœur de l'affect, il y a toujours
une puissance d'agir qui est modifiée, transformée. La vie affective va faire deux formes principales, active, une forme active, une forme passive. Selon que l'homme est l'acteur, la cause totale de ce qui lui vient, ou ce qu'il revendique, dans son propre compte, ou selon qu'il en est la cause partielle, et dans ce cas, il va bâtir en partie par l'action de causes extérieures qui peuvent contrarier sa puissance d'agir. Alors Spinoza va définir les affects non pas comme un mouvement où le corps prendre le dessus, infliger à l'esprit sa domination, non pas comme un mouvement d'opposition entre le corps et l'esprit, mais comme une réalité psychophysique où le corps et l'esprit agissent de concert. Agissent de concert, c'est pas en parallèle, puisque pour Spinoza, il n'y a pas que l'homme. Le corps et l'esprit sont une chose, ça désigne l'homme. Tantôt quand on le considère d'un point physique, tantôt dans le visage qu'on pensait, et à ce moment-là, on parlera de l'homme en tant qu'esprit. Mais c'est la même réalité qui est appréhendée donc sous un angle psychique ou physique. Il y a donc une corrélation entre les deux. Il n'y a pas d'opposition. Affect pour Spinoza, ça désigne, on va citer ici une définition, les affections du corps, ça veut dire les modifications du corps, une libération à l'égard des affects qui nous nuisent. C'est très important pour tout le monde. Spinoza commence par réfléchir sur ce que c'est qu'un affect, son compréhension des causes. L'éthiologie dans la recherche des causes, il s'agit donc de comprendre le phénomène affectif afin de pouvoir y remédier. Et je suivrai cette démarche en deux temps, essayer de comprendre ce que c'est qu'un affect dans le sens de Spinoza et voir quel remède il peut proposer aux affects qui nuisent. D'abord, la démarche de Spinoza, c'est une démarche de compréhension. Et comprendre, ça veut dire cesser de juger, pour adopter une attitude cognitive, neutre et objective. Spinoza va rompre avec une attitude moralisante qui consiste à avoir dans les affects des vices de la nature humaine et s'oppose à tout ce que, je le cite, déplore, rit, mésestime la nature humaine ou bien la maudisse. La formule pour caractériser sa position philosophique à l'égard aussi des affects, ne pas rire, ne pas déplorer, ne pas détester, mais comprendre. Non ridere, ne quod detestare, c'est intégrere. Ne pas rire, ne pas déplorer, ne pas détester, mais comprendre. Non ridere, ne quod detestare, c'est intégrere. Dans la tradition philosophique, on ne parlait pas d'affect, on parlait d'abord de passion, dont le corps, par ses excès, était généralement tenu pour responsable. Ça provient du mot grec pathos, ça veut dire passion. Ça revoit l'idée de souffrance, et ça dans un état pathologique. Alors Spinoza va rompre avec cette conception morbide des passions et il va inaugurer une définition nouvelle de l'ordre nature et du rapport avec le corps. Alors d'abord, la rupture avec toute la tradition se manifeste au niveau du vocabulaire par la substitution du mot affectus à celui du mot passion, affect, pour désigner les mouvements affectifs de l'homme. Je me réjouis d'autant plus que j'ai à cœur de parler non pas de philosophie, mais essayer de promouvoir une vision plus transdisciplinaire, parce que c'est seulement par l'échange, la confrontation qu'on peut faire avancer la réflexion, me limiter aussi concernant les remèdes
aux affects, c'est chez Spinoza, pour présenter une vision philosophique qui peut nourrir la réflexion psychologique, psychanalytique, ou même en psychomotricité. Alors pour Spinoza, l'homme est à la fois un être capable de raison, mais aussi un être soumis aux passions, et s'il est capable de former des idées vraies, d'éprouver des affects ou des émotions actives et joyeuses, eh bien, il est aussi en proie à les préjugés des désirs aveugles qui le conduisent à ne plus rien voir ni faire de ce qui exige son intérêt authentique. Dans cet état, aux yeux de Spinoza, ça constitue un vrai esclavage.